Elle entre dans la pièce, des yeux doux, un sourire gentil, rayonnante de bonté. Tout en elle semble inoffensif. Mais Carl Jung, l'homme qui a exploré les recoins les plus sombres de l'esprit humain, a vu autre chose. Il croyait que derrière certains types de charme féminin se cache une force silencieuse. Une force qui ne crie pas. Elle séduit. Elle n'attaque pas. Elle attend. Et quand le moment est venu, elle frappe. Pas avec les poings ni avec le feu, mais avec la manipulation, le contrôle, et quelque chose de plus dangereux encore, l'invisibilité. Jung appelait cela l'ombre. La partie de notre psyché que nous faisons semblant de ne pas voir. Mais chez les femmes, il croyait que cette ombre pouvait porter le masque le plus désarmant de tous, l'innocence. Et quand l'innocence devient un déguisement, elle devient une arme. Ce n'était pas une théorie qu'il proclamait sur les toits. Jung en a écrit dans des notes privées, des conférences discrètes, un langage cryptique, car il savait que ce qu'il voyait n'était pas acceptable. La société l'aurait rejeté. L'académie l'aurait enterré. Et le monde n'était pas prêt. Mais voici une vérité inconfortable. Les femmes que Jung craignait le plus n'étaient ni bruyantes, ni agressives, ni ouvertement cruelles. Elles étaient gentilles, polies, parfaitement composées. Et pourtant, derrière la façade, elles détenaient le pouvoir de détruire des réputations, des esprits, voire des vies, sans jamais hausser la voix. Est-il possible que la femme la plus dangereuse soit celle que personne ne soupçonne? Jung le pensait. Et si ce qu'il a écrit est vrai, alors presque tout ce que nous pensons savoir sur la nature féminine est un mensonge. Dans cette vidéo, nous plongerons profondément dans les idées les plus troublantes de Carl Jung sur les femmes. Pas les versions édulcorées, les vérités cachées, les notes qu'il a laissées derrière lui pour ceux assez courageux pour lire entre les lignes. Car une fois que vous aurez vu ce qu'il a vu, vous ne pourrez plus l'ignorer. Pourquoi certaines personnes semblent-elles détenir un pouvoir incroyable, non par la force, non par la richesse, mais simplement par la manière dont elles se présentent? En particulier, pourquoi l'innocence, la douceur ou la vulnérabilité cachent-elles souvent une forme de contrôle invisible? Et si ce n'était pas un accident? Et si c'était archaïque, profondément ancré dans la psyché humaine? Carl Jung, l'un des esprits les plus influents en psychologie, croyait que ce que nous voyons en surface est rarement le tableau complet, surtout lorsqu'il s'agit de la nature humaine, et encore plus de la psyché féminine. Jung avertissait que les apparences peuvent être trompeuses. Ce qui semble inoffensif peut contenir un pouvoir caché. Ce qui semble pur pourrait être la chose la plus dangereuse de toutes. Dans un monde obsédé par la transparence et la correction politique, certaines des intuitions les plus percutantes de Jung ont été enterrées, ignorées, adoucies ou verrouillées dans ses notes privées. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir cette boîte. Nous allons explorer ce que Jung croyait vraiment sur les couches profondes de la nature féminine. Pas seulement l'ombre, mais les jeux psychologiques dangereux qui se déroulent sous la surface du charme, de la passivité et de l'attraction. Il ne s'agit pas de blâmer ou de diaboliser. Il s'agit de se réveiller. Jung croyait que l'inconscient régit nos vies à moins que nous n'apprenions à le voir. Et la psyché féminine, tout comme la masculine, a un côté obscur, que la société romantise souvent ou refuse de voir. L'innocence peut être un masque. L'empathie peut être une arme. Et derrière le sourire le plus doux pourrait se cacher un prédateur, non par malice, mais par instinct. Dans cette vidéo, vous verrez comment Jung a décodé ce paradoxe. Comment il a dévoilé l'archétype du prédateur innocent. Vous découvrirez la psychologie derrière l'influence féminine, le pouvoir caché de la projection, et pourquoi les hommes deviennent souvent victimes de leurs propres illusions. Mais surtout, vous repartirez avec la capacité de voir au-delà de la surface, de décoder les règles implicites de l'attraction, de la manipulation et du contrôle inconscient. Carl Jung ne voulait pas déclencher une guerre entre les genres. Il voulait que les gens s'individualisent, qu'ils deviennent conscients de l'ombre avec laquelle ils dansent. Et cette prise de conscience commence ici. Dans presque toutes les cultures à travers les siècles, la femme idéale a été peinte avec le même pinceau. Douce, gentille, attentionnée, l'incarnation de l'innocence. Elle est louée non pour sa domination, mais pour sa passivité. Pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle semble être. Cette image de la femme innocente et inoffensive n'est pas seulement un rôle social. Selon Carl Jung, c'est un masque, une persona soigneusement construite par la société, mais finalement adoptée si profondément qu'elle devient indiscernable de soi-même.
Jung croyait que la persona est l'identité que nous portons pour fonctionner dans la société, un masque psychologique que nous présentons pour être acceptés. Mais tandis que les hommes sont souvent encouragés à porter des masques de force, de confiance ou de stoïcisme, les femmes sont conditionnées vers un déguisement différent, l'innocence. Il ne s'agit pas seulement d'apparaître bonne. Il s'agit d'apparaître non menaçante, agréable, voire naïve. Mais voici le danger. Plus un masque est récompensé, plus il devient stratégique. La société a toujours récompensé les femmes qui semblent pures, vulnérables et dépendantes. Mais Jung observe quelque chose de plus profond. Une utilisation subconsciente de ces traits non seulement pour s'intégrer, mais pour influencer. Plus quelqu'un semble inoffensif, plus les autres baissent leur garde. Et c'est là que le vrai pouvoir commence. Il ne s'agit pas de tromperie. Il s'agit d'adaptation. Dans des environnements où la domination ouverte est punie, le contrôle subtil devient une question de survie. Jung a vu comment les femmes, souvent exclues du pouvoir direct dans les sociétés patriarcales, ont développé une influence différente, enracinée dans le charme, la sensibilité émotionnelle et la capacité à façonner les perceptions des autres sans sembler le faire. Le pouvoir ne résidait pas dans ce qu'elle disait, mais dans ce qu'elle provoquait, dans la manière dont les autres réagissaient à leur image. Pensez à la femme fatale emblématique, non pas comme un trope cinématographique, mais comme une réalité psychologique. Elle ne menace jamais. Elle ne commande jamais. Elle existe simplement d'une manière qui attire les autres, les désarme et les pousse à agir en son nom. Son innocence n'est pas toujours réelle. Elle est souvent utilisée comme une arme. Et même quand ce n'est pas conscient, cela fonctionne. Cette dualité fascinait Jung. Il voyait qu'au sein de la persona innocente, il existait souvent une ombre dormante, un côté plus sombre qui pouvait émerger quand cela était nécessaire. Le changement est presque imperceptible. Un sourire devient un outil. Des larmes deviennent une stratégie. Le silence devient une domination. Et la ligne entre vulnérabilité authentique et comportement manipulateur s'estompe. Dans la vraie vie, nous avons tous vu cela en action. Une femme au ton doux redirigeant subtilement une conversation à son avantage. Une persona apparemment impuissante qui inspire une loyauté ou une protection féroce. Un ton gentil masquant un contrôle psychologique féroce. Ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des comportements codés socialement, transmis à travers les générations, souvent inconsciemment. L'intuition de Jung était que l'innocence n'est pas toujours innocente. Elle peut être une projection, qui invite les autres à projeter leurs propres fantasmes sur la femme portant le masque. Les hommes projettent la pureté, la beauté, la sécurité, et en faisant cela, ils deviennent aveugles aux couches plus profondes en dessous. La femme, à son tour, peut ne même pas réaliser qu'elle utilise ce pouvoir, car ce n'est pas toujours délibéré. C'est archaïque. C'est une partie de l'inconscient collectif. Mais quand une personne commence à croire à son propre masque, quand une femme commence à s'identifier entièrement au rôle innocent, un décalage commence, son vrai moi, avec toute sa complexité, ses émotions, ses désirs et son pouvoir, est enterré sous le besoin d'apparaître inoffensif. C'est là que le danger grandit, car ce qui est réprimé revient toujours. Et quand l'ombre éclate, elle ne demande pas la permission. C'est le champ de bataille psychologique que Jung voulait que nous comprenions. La persona n'est pas mauvaise. Elle est nécessaire. Mais quand elle devient trop dominante, elle déforme la réalité, tant pour la personne qui la porte que pour ceux qui interagissent avec elle. Dans la section suivante, nous irons plus loin. Nous examinerons la théorie de Jung sur l'anima, l'aspect féminin symbolique au sein de chaque psyché, et comment cette image intérieure façonne non seulement les femmes, mais aussi la perception qu'ont les hommes des femmes, souvent à leur propre destruction. Pour comprendre le pouvoir mystérieux du féminin, non seulement chez les femmes, mais dans la psyché de chaque homme, Jung a introduit l'une de ses idées les plus profondes, l'anima. Dans la psychologie jungienne, l'anima est le côté féminin inconscient de l'esprit d'un homme. Elle n'est pas une personne, mais une image intérieure, une représentation symbolique formée à travers des expériences collectives, des histoires, la culture et, plus dangereusement, la projection personnelle. Cette figure intérieure influence la manière dont les hommes ressentent, aiment et souffrent. Et souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Pour Jung, l'anima n'était pas juste une force abstraite. Elle avait du pouvoir. Un pouvoir brut, émotionnel, irrationnel, séducteur.
Quand un homme rencontre une femme qui correspond même légèrement à son image inconsciente de l'idéal féminin, son anima s'éveille. Mais cela ne mène pas à la clarté. Cela mène à l'illusion. C'est ce que Jung appelait le piège de la projection. Un homme projette son anima sur une femme réelle, ne la voyant pas pour ce qu'elle est, mais comme un reflet de sa propre fantaisie psychique. Il voit la pureté là où il y a de la complexité. Il voit la grâce là où il pourrait y avoir du calcul. Il tombe amoureux non pas d'elle, mais de l'idéal qu'il a placé sur elle, et en faisant cela, il devient vulnérable. Jung croyait que cette dynamique n'était pas rare. Elle était universelle. L'anima n'est pas juste une métaphore poétique. C'est un mécanisme psychique qui attire les hommes dans des relations, des émotions et des décisions qu'ils ne comprennent pas pleinement. Elle contourne la logique. Elle ignore les drapeaux rouges. Elle crée un état de transe où la femme devient plus grande que nature, presque divine. Mais voici le rebondissement. Les femmes réelles, selon Jung, interagissent souvent avec cette projection, consciemment ou inconsciemment. Certaines se sentent étouffées par elle, contraintes de correspondre à une fantaisie qu'elles n'ont pas créée. D'autres, cependant, apprennent à la naviguer et à la manier. Quand une femme réalise qu'elle est idéalisée, elle a un choix. Elle peut la rejeter, briser l'illusion et révéler son vrai moi, imparfait, humain, authentique, ou elle peut jouer avec, et tirer du pouvoir de la projection. Il ne s'agit pas de manipulation au sens hollywoodien. C'est plus subtil, plus psychologique. C'est quand une femme apprend qu'un certain ton, une certaine vulnérabilité ou une certaine mystique active quelque chose chez les hommes. Et une fois activé, cet homme commence à servir la fantaisie, pas la réalité. C'est ainsi que Jung voyait les femmes interagir avec la psyché masculine. Pas seulement en amour, mais dans la société. L'image féminine est souvent élevée, romantisée, sanctifiée dans l'inconscient masculin. Pensez à la muse, à l'ange, à la déesse. Ce ne sont pas juste des rôles. Ce sont des projections. Et elles aveuglent les hommes pour voir le spectre complet de la femme devant eux. Mais c'est là que cela devient dangereux. Quand un homme est consumé par sa projection anima, il perd son centre. Il abandonne la logique. Il devient émotionnellement possédé. Et les femmes, surtout celles qui comprennent cette dynamique, peuvent l'exploiter, non par cruauté, mais souvent par nécessité. Dans un monde où le pouvoir direct a historiquement été nié, l'influence psychologique devient une arme. Jung ne blâmait pas les femmes pour cela. Il blâmait l'inconscience. Le refus de confronter l'image intérieure et de l'intégrer. L'anima n'est pas mauvaise, mais quand elle n'est pas examinée, elle contrôle l'homme. Et quand elle est renforcée par des femmes qui savent la refléter, la ligne entre réalité et illusion disparaît. Dans de nombreuses relations, cela se joue subtilement. L'homme devient obsédé. La femme devient distante. Plus il l'idéalise, plus elle se détache. Il donne, elle se retire. Il poursuit, elle contrôle. Pas par domination, mais parce qu'il ne se rapporte pas à elle. Il se rapporte à son propre monde intérieur projeté. Et voici la vérité brutale. La projection alimente la manipulation. Pas parce que la femme est intrinsèquement manipulatrice, mais parce qu'elle tient un miroir à la fantaisie d'un homme. Et si elle choisit de le faire, elle peut devenir cette fantaisie pendant un moment. Assez longtemps pour gagner dévotion, protection, influence. Mais en dessous de tout cela, aucune des deux personnes ne connaît vraiment l'autre. Ils sont tous deux perdus dans une danse archétypale. Pour Jung, la seule issue était l'individuation. Le processus douloureux de récupérer la projection, de voir la femme telle qu'elle est vraiment, et de confronter les profondeurs sombres de sa propre psyché. Seul alors un homme peut briser le sortilège de l'anima et commencer à aimer. Pas une idée, mais une personne. Cette section de la théorie de Jung, bien que souvent éclipsée par ses idées plus populaires, va au cœur des relations modernes. Elle nous montre que les chaînes les plus puissantes sont invisibles. Elles ne nous sont pas imposées par les autres. Elles sont projetées par nous sur les autres. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin dans le féminin obscur, l'ombre derrière le charme, et pourquoi Jung le voyait à la fois comme une menace et une étape vitale vers la plénitude psychologique. Sous chaque persona polie, Jung croyait qu'il y avait une ombre, une partie cachée de la psyché qui contient tout ce que nous réprimons, nions ou ne pouvons affronter. Tandis que la plupart des gens associent cela à des défauts personnels ou à l'obscurité, l'intuition de Jung allait plus loin.
Il croyait que la psyché féminine, comme la masculine, contient une ombre et quand elle reste inconsciente, elle peut devenir dangereuse. Il ne s'agit pas de diaboliser les femmes. Il s'agit de comprendre les courants psychologiques sous-jacents qui façonnent le comportement humain. Tout comme les hommes luttent avec leur ombre intérieure, l'agression, la domination, l'orgueil, les femmes aussi portent une ombre, mais elles portent un visage différent. Un visage qui peut être plus insaisissable, plus socialement acceptable, et beaucoup plus difficile à détecter. Jung faisait référence à cela comme au Dharma quand il apparaît dans la psyché d'un homme et au féminin obscur quand il s'exprime extérieurement. C'est la partie du féminin qui séduit non par amour mais par contrôle, qui nourrit non pour guérir mais pour lier, qui semble gentille mais abrite du mépris sous le sourire. Cette ombre ne s'annonce pas, elle chuchote. Elle se cache dans le charme, la douceur, la vulnérabilité, car c'est là que réside son pouvoir. La société a entraîné les femmes pendant des siècles à éviter les démonstrations directes de colère, de domination ou d'agression. Ces traits, quand ils sont réprimés, ne disparaissent pas. Ils vont sous terre, et ce qui va sous terre devient ombre. Jung avertissait que lorsque ces traits ne sont pas reconnus, quand une femme ne peut admettre sa propre envie, sa rage ou sa soif de contrôle, ils émergent sous des formes tordues, non par la violence, mais par des jeux psychologiques, la manipulation émotionnelle, des tactiques passives-agressives, le retrait de l'amour, l'exploitation des projections placées sur elle. C'est le côté obscur du charme. Quand il devient un outil non pour la connexion mais pour le contrôle. Quand l'attention est accordée comme une monnaie. Quand l'affection est utilisée comme une arme. Quand l'illusion de l'innocence devient un masque pour des jeux de pouvoir. Nous voyons cette dynamique dans d'innombrables mythes et histoires. La sirène qui attire les marins vers leur mort. La femme fatale qui détruit avec un baiser. La mère qui étouffe plutôt que de nourrir. Ce ne sont pas juste des archétypes. Ce sont des expressions de l'ombre féminine inconsciente et la partie la plus troublante. Beaucoup de femmes ne sont pas pleinement conscientes quand elles agissent à partir de cet endroit, car l'ombre est inconsciente par nature. Cela ne ressemble pas à de la manipulation. Cela ressemble à de la survie, à un instinct, à faire ce qu'il faut faire. Dans les notes privées de Jung, il observait des femmes qui semblaient extérieurement délicates et gentilles, mais portaient une aura de domination émotionnelle. Elles minaient subtilement les autres, tordaient les situations ou créaient une dépendance psychologique, tout en maintenant l'apparence de sollicitude. Jung ne les accusait pas, il les étudiait. Il voyait un schéma, et il croyait qu'il provenait d'une énergie psychique réprimée. La psychologie moderne a rattrapé certains de ces points. Le terme de narcissisme covert décrit souvent un comportement qui semble passif mais est profondément manipulateur. Des traits comme la fausse modestie, le retrait émotionnel ou la victimisation utilisée pour gagner du pouvoir reflètent les idées de Jung sur l'ombre féminine. Mais Jung avait vu tout cela des décennies auparavant. Et il l'a encadré non pas comme une pathologie, mais comme une partie non intégrée de la psyché. Il croyait que les femmes, comme les hommes, doivent confronter leur ombre pour assumer leur rage, leurs impulsions de contrôle, leur soif de domination. Pas pour agir dessus aveuglément, mais pour les intégrer consciemment. Parce que quand elles sont ignorées, ces traits agissent depuis l'ombre, déformant les relations et créant des cycles de chaos émotionnel. Alors, que signifie cela dans le monde réel? Cela signifie que le charme n'est pas toujours innocent. Que derrière le sourire doux pourrait se cacher une tempête de ressentiments non exprimés. Que certaines femmes apprennent à contrôler non avec les poings ou les menaces, mais avec le silence, le besoin ou la séduction. Et que certains hommes tombent dans le piège, non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont enchantés par la projection. Cela signifie aussi que comprendre cette dynamique ne consiste pas à blâmer. Il s'agit de prise de conscience. Quand nous amenons l'ombre à la lumière, elle perd son emprise. Une femme qui assume sa capacité de pouvoir n'a plus besoin de la cacher derrière une performance. Un homme qui voit à travers l'illusion peut enfin se rapporter à une femme telle qu'elle est, pas comme il l'imagine. L'avertissement de Jung ne concernait pas seulement les femmes. Il s'agissait de ce qui se passe quand toute partie de la psyché, surtout celle que la société nous dit de réprimer, est niée d'expression. Elles pourrissent, elles se corrompent, et elles ressurgissent drapées de charme, prétendant être innocentes. Le féminin obscur n'est pas un mythe. C'est une réalité psychologique, qu'on voit reflétée dans la culture moderne,
les dynamiques sociales et les ruptures de relations. Mais Jung ne le voyait pas comme maléfique. Il le voyait comme inachevé, comme quelque chose qui devait être vu, ressenti, assumé et transformé. Parce que seulement alors le féminin en chacun de nous peut devenir entier. Les idées de Jung ont été forgées à une époque où la psychologie en était encore à ses débuts. Mais certaines vérités ne vieillissent pas. En fait, à mesure que la société a évolué, les symptômes qu'il observait autrefois en consultation privée résonnent maintenant à travers le paysage public. L'ombre qui chuchotait jadis parle maintenant fort à travers les médias, les relations et le monde numérique dans lequel nous vivons tous. Nous vivons dans une époque obsédée par les apparences, des identités soigneusement curées, des images filtrées et des personas créées pour la validation. En termes jungiens, c'est l'ère de la persona hyperbolique, où ce que vous semblez être est devenu plus important que ce que vous êtes. Et nulle part cela n'est plus évident que dans les archétypes féminins modernes promus à travers la culture pop. Des influenceuses aux applications de rencontres en passant par la télévision réalité, nous sommes entourés d'exemples de femmes qui semblent gentilles, douces ou émotionnellement blessées, mais qui opèrent avec un contrôle social précis. La fille qui veut plaire, la séductrice émotionnellement indisponible, la victime chronique, toutes sont des formes de domination discrète déguisées en vulnérabilité. L'ombre féminine, selon Jung, s'est simplement modernisée. Dans les relations amoureuses, cela prend une forme aiguë. La manipulation émotionnelle ne ressemble pas toujours à des cris ou du gaslighting. Souvent, c'est le silence stratégique, la crise de larmes après avoir été confronté, le transfert de blâme sous le prétexte d'être trop sensible. Ce sont des drapeaux rouges que Jung aurait reconnus instantanément. Expression de l'ombre inconsciente travaillant en coulisses, et les hommes, surtout ceux qui ignorent leurs propres projections, tombent souvent dans le panneau. Jung avertissait qu'un homme qui n'a pas intégré son anima projettera une version idéalisée de la féminité sur les femmes. Il croira avoir trouvé la bonne, sans réaliser qu'il a seulement trouvé un miroir pour ses besoins inconscients. C'est pourquoi tant de relations modernes s'effondrent sous le poids des attentes non satisfaites. Il voulait une muse. Elle voulait du contrôle. Il voulait une connexion. Elle voulait de la validation. Tous deux jouaient des scénarios inconscients. Et aucun ne voyait l'ombre. Les réseaux sociaux alimentent ce chaos. Les plateformes récompensent la recherche d'attention, la vulnérabilité performative et les personas séductrices. En termes jungiens, c'est le masque féminin gonflé, un faux moi qui tire son pouvoir des likes, des commentaires et de l'illusion de connexion. Mais derrière ce masque se cache souvent du vide, de l'insécurité et une rage non reconnue. Il ne s'agit pas seulement de psychologie individuelle. C'est culturel. Nous avons créé une société qui récompense la manipulation tant qu'elle est enveloppée de charme. Nous célébrons la femme qui obtient ce qu'elle veut par un appel émotionnel. Nous ignorons la coercition subtile, la douceur utilisée comme arme, la puissance sélective. Nous refusons d'admettre que tout préjudice ne ressemble pas à de l'abus. Parfois, il porte du parfum et pleure à la télévision. Jung croyait que ce qui n'est pas rendu conscient se vit comme un destin. C'est exactement ce qui se passe. Les femmes qui ne confrontent jamais leur ombre se retrouvent empêtrées dans des relations qui se terminent par de la confusion, du ressentiment ou une destruction émotionnelle. Et elles ne savent pas pourquoi. Les hommes, séduits par les projections, deviennent désillusionnés et amers. Ils se sentent trahis mais ne peuvent pas l'expliquer. Et ce n'est pas seulement dans les relations. Vous le voyez dans les lieux de travail, la collègue qui joue l'innocente tout en sabotant les autres. En politique, où les apparences comptent plus que la vérité. Dans les médias, où la victimisation est une force. L'ombre féminine n'est pas un phénomène rare. C'est le moteur implicite derrière de nombreuses dynamiques sociales. Mais il y a de l'espoir. La solution de Jung n'était pas de supprimer ou de honte l'ombre, mais de l'intégrer, de la regarder directement, de se demander « Qu'est-ce que je cache ? Quel pouvoir ai-je peur de revendiquer ? Quelles émotions fais-je semblant de ne pas ressentir ?» Pour les femmes, cela signifie assumer les parties d'elles-mêmes qui semblent trop intenses, trop ambitieuses, trop peu féminines. Cela signifie rejeter le mensonge selon lequel le pouvoir ne vient que par l'innocence. Cela signifie embrasser une force authentique au lieu de la manipulation secrète. Pour les hommes, cela signifie voir les femmes clairement, non comme des idéaux ou des méchantes, mais comme des êtres humains complets.
Cela signifie intégrer leur anima pour ne pas être vulnérable à la projection. Cela signifie développer du discernement au lieu de l'adoration. La culture moderne nous enseigne à polir le masque. Jung nous a appris à l'enlever. Et si sa théorie n'a jamais semblé aussi pertinente, c'est parce que l'ombre n'a jamais été aussi visible. Pas sous la forme de monstres, mais dans les visages que nous faisons défiler tous les jours. Carl Jung n'était pas un homme qui craignait l'obscurité. Il a passé toute sa carrière à explorer les coins les plus profonds de la psyché humaine, les archétypes, les ombres, les traumatismes et les rêves. Mais même lui, l'un des penseurs les plus audacieux du XXe siècle, a choisi le silence sur certaines vérités. Pourquoi ? La réponse réside dans les mines culturelles de son époque et dans la volatilité brute des idées elles-mêmes. Quand Jung étudiait la psyché féminine, il découvrait quelque chose de profondément troublant. Que sous le masque de l'innocence se cache souvent une force dangereuse, un pouvoir manipulateur et obscur capable de déformer la réalité elle-même. Mais le dire à voix haute, le publier comme théorie clinique, cela aurait signifié la guerre. Le début du XXe siècle n'était pas clément envers les nuances psychologiques, surtout lorsqu'il s'agissait du genre. Les femmes luttaient encore pour le droit de vote, pour être vues comme des égaux, pour être reconnues en dehors de la sphère domestique. Dans ce climat, toute suggestion que la nature féminine pourrait contenir une sous-courant manipulateur aurait été vue non seulement comme controversée, mais misogyne, régressive, voire cruelle. Jung le savait. Il n'était pas seulement un psychologue. C'était une figure publique, un homme profondément conscient de la manière dont les idées pouvaient être instrumentalisées ou mal comprises. Publier ses observations privées sur les traits d'ombre féminines aurait risqué non seulement sa réputation, mais aussi la légitimité de son œuvre plus large. Et il y avait autre chose. Jung comprenait la psyché collective. Il croyait que certaines vérités ne pouvaient être révélées que quand une société était assez mature pour les digérer sans distorsion. Et ce n'était pas l'un de ces moments. Imaginez dévoiler l'idée que la féminité elle-même, quand réprimée ou déformée, pouvait mener à une domination secrète, une manipulation émotionnelle et une instabilité sociale. Alors que les femmes étaient encore réduites au silence sur la scène mondiale, cela aurait été un suicide culturel. Même aujourd'hui, cette idée reste taboue. Dans notre discours moderne, critiquer le comportement féminin est souvent vu comme une attaque contre les femmes elles-mêmes. Nous pouvons parler de masculinité toxique, d'agression masculine, de l'ombre du patriarcat, mais mentionner le féminin obscur et la pièce devient silencieuse. Pourquoi ? Parce que le mythe de l'innocence est encore protégé. Le récit culturel s'accroche encore à l'idée de la femme comme nourricière, victime, muse, mais jamais prédateur, jamais destructrice. Les notes de Jung menacent ce mythe. C'est pourquoi elles sont restées privées, cachées. Il a dit un jour, le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. Mais que se passe-t-il si devenir qui tu es vraiment signifie confronter des vérités qui rendent le monde profondément mal à l'aise ? Jung a fait un choix. Il a chuchoté ces vérités dans des lettres, les a suggérées dans des rêves, les a enterrées dans des symboles. Il a choisi de protéger sa mission plus large, comprendre l'âme humaine, en ne déclenchant pas un feu que le monde n'était pas prêt à affronter. Mais maintenant, des décennies plus tard, ce feu couve à nouveau. Nous vivons dans une époque où la manipulation se cache derrière la douceur, où les personas sont créés pour influencer, où la victimisation peut être une force. Le silence de Jung n'est plus nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du courage de regarder les vérités interdites. Pas pour humilier, pas pour diviser, mais pour comprendre. Le moment où nous le faisons, nous gagnons quelque chose de précieux. De la clarté. Alors, que signifie tout cela pour vous ? Cela signifie que les illusions les plus dangereuses sont souvent celles qui viennent draper de douceur, de beauté, de charme. Les intuitions de Jung n'étaient pas une condamnation des femmes, mais un avertissement pour nous tous. Quand nous échouons à voir le spectre complet de la nature humaine, lumière et ombre, nous devenons vulnérables à la manipulation, à la projection et à la destruction silencieuse. Vous n'avez pas besoin d'être psychologue pour voir cela se jouer dans la vraie vie. Vous l'avez probablement ressenti. L'ami qui joue toujours la victime mais contrôle tout le monde autour d'elle. Le partenaire qui n'ose jamais la voix mais vous fait sentir comme le méchant. L'influenceuse dont toute la persona est conçue pour sembler inoffensive, mais dont les mots modifient les esprits et les comportements avec une précision chirurgicale.
Ce ne sont pas des accidents. Ce sont les ombres que Jung essayait de cartographier. Mais voici la partie la plus importante. Cette vidéo ne concerne pas elle. Elle vous concerne. Il s'agit de reconnaître quand vous êtes attiré dans le récit de quelqu'un d'autre. Il s'agit de voir à travers le masque, non avec jugement, mais avec clarté. Parce que la clarté est un pouvoir. Quand vous devenez conscient de l'anima, de la projection, de l'ombre derrière le sourire, vous gagnez quelque chose de rare dans ce monde. Du discernement. Vous cessez de réagir aveuglément. Vous commencez à voir la vérité là où les autres ne voient que la performance. Et c'est le chemin vers l'individuation. Le processus que Jung croyait être le véritable objectif de la vie. Intégrez votre esprit conscient et inconscient. Cessez de vivre sous des illusions, qu'elles soient les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de liberté. La liberté de faire confiance à vos instincts, de remettre en question les apparences, de comprendre que l'innocence peut être une stratégie, pas seulement un état d'être. Et peut-être le plus puissant, c'est la liberté de se regarder dans le miroir et de se demander « Où porte-je un masque ? Où projette-je ce que je veux voir au lieu de ce qui est vraiment là ?» Parce que quand vous retirez ce masque de vous-même et des autres, ce que vous trouvez n'est pas de la laideur. C'est la réalité. Et la réalité, aussi inconfortable soit-elle, est là où toute croissance commence. Alors souvenez-vous de cela. La vérité peut être cachée. Elle peut être inconfortable. Mais elle n'est jamais votre ennemi. L'ennemi est le mensonge qui prétend vous protéger tout en vous rendant aveugle. Si cette vidéo a ouvert vos yeux sur quelque chose de plus profond, envisagez de vous abonner. Nous explorons la psychologie derrière le masque, les forces cachées qui façonnent la manière dont nous pensons, ressentons et vivons. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle partie de l'intuition de Jung vous a le plus frappé? Et souvenez-vous, la prise de conscience est la première étape vers la liberté.